Bonjour à tous. On a conduit les travaux au département d'évaluation des politiques sociales. On traite pas mal de sujets, mais on a voulu se focaliser, dans le cadre de ce cahier de recherche sur les jeunes, sur deux questions qui nous paraissaient essentielles par rapport à la question de l'autonomie des jeunes, qui sont l'accès à l'emploi et l'accès au logement, et aux liens qu'on peut établir entre les deux, avec deux axes d'analyse, faire un peu un état des lieux de la situation aussi de la jeunesse aujourd'hui, selon leur âge, mais aussi selon leur situation financière notamment, enfin, selon un certain nombre de critères, et puis de voir en termes de politique publique et de politique sociale en particulier, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent, quels résultats on peut mettre en avant et qu'est-ce qui reste à faire un petit peu. Voilà un peu le programme pour cette présentation que je vais essayer de rendre synthétique. Alors, la question qu'on s'est posée finalement sur l'accès à l'emploi, par rapport au fait que la jeunesse est caractérisée par cette forme d'instabilité, de fragilité, d'insécurité, c'est finalement est-ce que la précarité de l'emploi dont on parle tous les jours en ce qui concerne les jeunes, est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que finalement c'est plutôt un passage obligé et qui conduirait au bout d'un certain temps, reste à savoir combien de temps et comment, qui permettrait quand même d'accéder au final à un emploi de qualité, un emploi stable, le CDI, un peu le sésame dont on parle toujours. Alors est-ce que ce sera toujours et éternellement le sésame? On pourra se poser peut-être la question tout à l'heure, est-ce que ça fait partie des aspirations de tous les jeunes d'accéder à un CDI? C'est peut-être une question qu'on pourra se poser ensemble. Alors, tout d'abord, un graphique, on va essayer de le commenter juste rapidement, qui montre que finalement, plus le temps passe après la fin des études, plus on accède sûrement à l'emploi et à l'emploi de qualité. On voit qu'au cours de la première année, finalement, on a essentiellement des jeunes qui sont soit au chômage, hein, c'est la courbe rouge, soit, et dans des proportions beaucoup plus faibles, en emploi, mais aussi souvent en emploi précaire qu'en emploi de qualité. Et finalement, plus le temps passe, plus la part de jeunes en CDI, alors on a mis dans le CDI à temps plein et à temps partiel choisi. On a laissé de côté le temps partiel subi, qui ne correspond pas vraiment à de l'emploi de qualité. Et du coup, si le total ne fait pas 100%, je suis sûr que certains d'entre vous le remarqueront, c'est normal, c'est qu'on a aussi laissé de côté tous les indépendants pour avoir se concentrer sur les plus grandes catégories. Alors, ça c'est le premier élément. Cela étant, on voit que finalement, on parle beaucoup d'éloignement à l'emploi, on ne sait pas toujours d'ailleurs quelle est la réalité qu'on met derrière cette notion, mais finalement, au cours des 3 premières années qui suivent la sortie de formation, pardon, on a des contacts rapides, répétés avec l'emploi. Au cours des 3 premières années, 94% des jeunes, donc c'est vraiment la quasi-totalité d'entre eux, ont eu au moins un emploi. C'est souvent des petits boulots, hein, comme on dit, mais ça va être un marchepied, un tremplin potentiel vers l'emploi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une paroi totalement étanche entre les jeunes et l'emploi après la sortie de formation. Il y a des contacts répétés, réguliers. Cela étant, c'est une petite quand même nuance qu'il faut apporter, il y a finalement une proportion relativement faible des jeunes qui sont en CDI dans une structure, qui ont commencé dans la même structure par un emploi plus court ou un emploi de type apprentissage, intérim ou autre. Donc, il faut, pour ces jeunes-là, quand même se préparer à un certain nombre de petits boulots et à changer de structure. C'est-à-dire qu'on ne va pas, sous prétexte qu'on a trouvé un stage dans une entreprise, c'est gagné, on va trouver un CDI tout de suite à la suite de cette première expérience. Voilà, mais quand même, on a des contacts répétés, réguliers, et on peut accéder du coup, pour un certain nombre de jeunes, à l'emploi de qualité, et plus le temps passe, plus on y accède sûrement. Alors, pour ceux qui quand même, on voit qu'il y en a un certain nombre qui au bout d'1 an, ils ne sont toujours pas, au bout de 2 ans non plus, au bout de 3 ans, et puis au bout de 6 mois, 1 an, ça commence à être long. On sait que l'ancienneté dans le chômage pour Pôle emploi
plus de 2 ans, ça commence à être beaucoup, et pour les chômeurs, les demandeurs d'emploi qui sont concernés, c'est ce qu'on considère comme étant les publics éloignés de l'emploi. Donc il faut quand même éviter que cette période se prolonge trop longtemps. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, bon, c'est pas un scoop, hein, mais le diplôme, forcément, ça protège. On le sait, on le constate et on le confirme encore à nouveau avec les résultats de l'enquête d'emploi 2009. On voit que plus le niveau de diplôme augmente, plus les situations d'emploi sont fréquentes et plus les situations d'emploi stables, de qualité, sont fréquentes également. Bon, d'accord. Et pour ceux qui n'ont pas de diplôme, alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les autres solutions ou quels sont les autres facteurs de réussite? Alors, pour ceux qui sont moins diplômés, mais qui sont passés par des filières spécialisées, notamment les filières techniques, les filières dites professionnalisantes, on a des taux d'accès à l'emploi, des taux d'insertion qui sont nettement plus élevés. Donc on voit que là, les filières non généralistes sont facilitent l'accès à l'emploi. L'apprentissage, on le sait, les taux d'accès à l'emploi sont plus élevés que la moyenne, à niveau de diplôme équivalent. On sait par ailleurs qu'il y a quand même un petit problème de développement de l'apprentissage qui est notamment lié au fait que les jeunes ont du mal à trouver des places en entreprise et que les employeurs ne sont pas toujours prêts, pour un certain nombre de raisons, à accueillir les jeunes en nombre suffisant, en tout cas par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés en France. Et puis, le dernier point sur lequel il nous paraissait intéressant de mettre le doigt, c'est la notion de réseau. On a un peu parlé de réseaux tout à l'heure, les réseaux sociaux, les réseaux... on a parlé du Bon Coin, bon, on a parlé de pas mal de choses de ce type-là. La notion de réseau dans la recherche d'emploi, elle est assez essentielle et étonnamment, en fait, on s'attendait vraiment au contraire. Plus le niveau de diplôme est faible, plus le réseau va être important dans la recherche d'emploi. C'est-à-dire que les jeunes qu'on a interrogés là en 2009 nous disaient finalement que le plus important déjà dans leur recherche d'emploi, c'était le réseau, devant le niveau d'études, l'expérience professionnelle et les stages effectués pendant les études. Et pour ceux qui ont trouvé un emploi, plus le niveau de formation est faible, plus le réseau a été important. Alors, on a essayé de réfléchir quand même à plusieurs reprises et puis à plusieurs. On s'est dit que quand même, quand on a un diplôme, on a un réseau. Mais c'est le diplôme qui fait le réseau, quelque part, peut-être. Et puis inversement, quand on n'a pas de diplôme, on n'a rien d'autre que le réseau. Donc le réseau va être plus important. Donc il peut y avoir quand même quelque chose, un phénomène un peu caché derrière cette apparence un peu troublante. Mais le résultat essentiel, c'est que cette notion de réseau, elle est importante pour tous les jeunes et encore plus quand on n'a pas de diplôme. Donc après, comment faire pour développer ce réseau? On voit bien que ce n'est pas parce qu'on a plus accès aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, qu'on se constitue un réseau plus solide, notamment pour accéder à un emploi plus facilement. Voilà. Donc cette notion-là, en tout cas, elle est certainement essentielle et à prendre en compte dans la façon dont on va s'attaquer au problème du chômage des jeunes ou de l'insertion professionnelle des jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent et qu'est-ce qu'il reste à faire? On a voulu mettre 3 dispositifs un peu en avant. Le CIVIS, qui est le contrat d'insertion proposé par les missions locales, qui s'occupe des jeunes peu ou pas qualifiés de moins de 25 ans, qui se prennent en charge plus de 200 000 jeunes chaque année environ, et qui permettent de conduire à l'emploi, en emploi durable, plus d'un quart d'entre eux, et un peu moins de la moitié au final s'en sortent en emploi ou en formation. Donc un dispositif quand même intéressant, très développé, avec un certain nombre de moyens, des objectifs qui sont très exigeants aussi de la part de l'État qui pilote le dispositif, et avec des résultats quand même visible. L'alternance, on l'a vu, je passe rapidement, hein, c'est un dispositif qui est efficace mais qui peine à se développer, avec des problèmes de rupture de contrat aussi, même quand on trouve des places en entreprise. Et puis, le dernier point, c'est les contrats aidés, qui jusqu'à présent étaient... On a eu les emplois jeunes, hein, bien sûr, mais pas spécifiquement forcément ciblés sur les jeunes. On a le dispositif emploi d'avenir qui vient de se mettre en place, les contrats de génération qui vont arriver, avec du coup des caractéristiques qui prennent en compte un peu, on ne va pas dire les erreurs du passé, parce que les dispositifs
se succèdent, se ressemblent pas, ils ne sont pas mis en place dans les mêmes conditions et dans les mêmes contextes. Mais les premiers résultats des études de la DARES qui sont sortis sur des études de cohorte avec échantillons témoins semblent montrer que les contrats aidés dans le secteur non marchand, plus ils sont courts, moins ils insèrent, ou même pire, plus ils désinsèrent. Il y a un effet stigmatisant, un effet qui est lié au fait qu'on a des emplois parfois dits occupationnels, notamment dans le secteur non marchand. Donc il y a des emplois qui sont proposés qui ne répondent pas forcément à un besoin et qui ne peuvent pas du coup être pérennisés, ou en tout cas ce n'est pas un besoin pérenne. Donc on a du coup des dispositifs, les emplois d'avenir, sans vouloir faire de la publicité pour ce dispositif, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, hein, mais qui sont sur des durées plus longues, avec à la fois une anticipation sur la pérennisation de l'emploi, mise en place d'un accompagnement, d'un tutorat, et puis une période de formation pour que l'emploi soit apprenant. C'est-à-dire qu'on sorte avec un peu plus de qualification qu'à l'entrée du dispositif. Juste une limite qu'on voulait pointer quand même, qu'on connaît bien, l'effet un peu millefeuille, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dispositifs, que les jeunes eux-mêmes, quand on les interroge, nous disent qu'ils ont du mal à s'y retrouver. Plus de la moitié d'entre eux, quand ils ont connu des périodes de chômage, disent qu'ils ne connaissent pas forcément toutes les solutions qui sont possibles. Et puis, on a la question, donc c'est la transition avec la deuxième partie, de finalement l'accompagnement global, c'est-à-dire l'accompagnement vers l'emploi, d'accord, mais si on n'a pas de logement pour pouvoir occuper son emploi à un autre endroit que celui où on habite, ça peut poser un problème. Ce qu'on a essayé de faire, on a traité avec Isa Allegui du département des politiques sociales l'enquête SILC, qui est une enquête européenne, qui permet notamment de voir qu'en France, alors je suis désolé, je ne peux pas m'en priver, mais on n'a pas parlé des tanguis aujourd'hui. Je m'en félicitais, et puis je ne peux pas m'en empêcher, en fait, j'en parle quand même. On n'a pas tellement de tanguis en France par rapport aux autres pays européens, en fait. On a près des 2/3 des jeunes Français de moins de 30 ans qui ont quitté le domicile parental et qui vivent en logement autonome. Juste derrière, en gros, les 4 pays scandinaves, et puis il y a l'Islande qui pourrait être un 5e pays scandinave, même si ce n'est pas tout à fait ça, mais on va dire un pays froid. Et donc la France est juste derrière ce groupe de tête. Donc on a quand même plutôt des jeunes qui sont autonomes sur le plan du logement. Alors, rapidement, donc, comme sur la question de l'emploi, plus le temps passe, plus on accède au logement. Et les filles, les jeunes filles, les jeunes femmes, accèdent un peu plus tôt que les jeunes hommes au logement. Et c'est lié notamment à la mise en couple, hein, qui est un peu plus, qui se fait à un âge un peu plus jeune pour les jeunes femmes. Voilà un peu la situation, avec un lien très très étroit entre l'accès au logement et l'accès à l'emploi. On parle toujours de l'œuf et de la poule. Est-ce qu'il faut un logement pour trouver un emploi pour trouver un logement? Bon, il se trouve que quand on a l'un, on a l'autre le plus souvent. Alors, corrélation, causalité, c'est toujours les mêmes questions de statisticiens, mais les jeunes en emploi, à 81%, ils sont en logement autonome. Contrairement à eux, ceux qui sont au chômage, on n'en a que la moitié qui sont en logement autonome, et les étudiants, encore moins. Mais bon, là, on pouvait s'y attendre un peu plus. Ce qui est intéressant, c'est que la qualité des logements, en fait, est très liée à la qualité de l'emploi. C'est-à-dire que plus l'emploi est stable, plus l'emploi est pérenne, moins on va trouver d'inconvénients dans le logement, moins on va être en situation de surpeuplement. Et donc ça, quand même, les conditions de logement peuvent avoir un impact, notamment sur la santé des jeunes, mais aussi sur l'éloignement à l'emploi, un certain nombre d'inconvénients qui peuvent peser sur la vie quotidienne et du coup sur leur capacité à s'insérer aussi professionnellement. Donc ça, c'est pour dire que vraiment, on ne peut pas dissocier les deux problématiques. Vraiment, elles sont étroitement liées et que donc, certainement, il faut les traiter en parallèle de façon coordonnée. Alors, rapidement, sur les dispositifs d'accès au logement, on a d'abord une offre de logement qui est assez peu ouverte aux jeunes, notamment le parc social, dont les portes ont tendance un peu à se refermer sur le public jeune, avec 10% aujourd'hui de moins de 30 ans dans le parc social, alors qu'ils étaient 15% il y a 10 ans.
Alors quand je dis aujourd'hui, c'était en 2010, 2009. C'est les dernières enquêtes d'occupation du parc social. La prochaine ne va pas tarder à être mise en place, avec un taux de rotation en plus qui est en baisse, donc de moins en moins d'opportunités aussi d'y rentrer. Et globalement, que ce soit le parc social ou le parc privé, on a de moins en moins de petits logements. Donc une tension qui va s'exercer encore plus fortement sur les publics jeunes qui par définition sont des petits foyers, une personne ou deux personnes, éventuellement un premier enfant, voire deux à moins de 30 ans, c'est encore possible, mais c'est plutôt des petits foyers. Alors, là rapidement sur la nécessité du coup de mettre en place des aides. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On met en place des aides financières, notamment pour les jeunes. Pourquoi elles sont nécessaires, voire indispensables? C'est un taux d'effort qui a augmenté, et encore plus pour les jeunes qui sont là, les moins de 25 ans, les 25-29 ans sont là, que pour les autres classes d'âge. Et ça, c'est lié directement, notamment, au prix des loyers qui, vous voyez, alors ils sont en dessous quand même des prix des logements à l'achat, mais qui ont quand même très fortement augmenté ces dernières années, avec du coup des aides qui cherchent un peu à compenser ces augmentations de loyers, sans vraiment y arriver. Pourquoi? Parce qu'on a une part de la dépense publique dans les aides au logement qui diminue, un nombre de bénéficiaires d'aide au logement qui globalement diminue, et en plus de ça c'est un premier constat qu'on peut faire, les aides ne sont pas réellement aujourd'hui ciblées sur les jeunes, dans la mesure notamment où, alors je vais commencer par la fin, les conseils généraux, ils mettent en place des fonds de solidarité logement, avec un public qui a plutôt tendance à vieillir, on le voit dans les études, dans les enquêtes de l'adresse. Les fonds d'aide aux jeunes qui ont parfois des petites lignes logement, mais qui ne sont pas très importantes en fait. Les prêts à taux réduits, ça concerne que les accédants à la propriété, autant dire que ça ne concerne pas les jeunes. La garantie des risques locatifs, elle va être certainement remplacée, elle n'a pas pu réellement monter en charge. Et pour cause, il y avait un effet notamment stigmatisant pour les jeunes, en disant tiens, lui il a besoin d'une GRL parce qu'il va pas payer son loyer, donc forcément ça aide pas non plus à mettre en confiance les bailleurs. Et puis les aides de la CAF, pour terminer, qui finalement sont sous condition de ressources, mais qui prennent essentiellement en compte les ressources individuelles. Pas tout à fait, et pour cause, on n'a pas la possibilité de vraiment aujourd'hui bien prendre en compte les ressources aussi des aides, qu'elles soient en nature ou en espèces, des parents ou des aidants plus généralement. Donc on a peut-être un ciblage qui est insuffisant sur ceux qui ont peut-être le plus besoin, et c'est là-dessus que je voudrais en terminer. Voilà, à savoir qu'on a vu que les dispositifs, que ce soit sur l'insertion professionnelle ou logement, étaient nombreux, parfois peuvent donner l'impression d'être difficiles à comprendre, difficiles de s'en saisir, et par ailleurs on a des dispositifs peut-être qui sont insuffisamment ciblés. Donc il y a peut-être deux pistes qui seraient intéressantes. C'est à la fois d'avoir une plus grande coordination des dispositifs entre eux, dispositifs d'accompagnement peut-être plus globaux. C'est un peu ce qu'on voyait sur le RSA, généralement, que ce soit sur les jeunes ou c'est plutôt sur les moins jeunes, puisque le RSA jeune n'a quasiment pas existé jusqu'à présent, qu'on a du coup un vrai besoin d'avoir un accompagnement global, et puis des aides peut-être plus ciblées sur les jeunes qui en ont le plus besoin.